Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette présentation pour faire la correction de l'examen national pour le niveau Sciences Maths A et B, session normale 2018. Et je vais précisément faire la correction de l'exercice de la chimie dans cette science. Et cet exercice a pour objectif, c'est d'étudier la réaction de l'eau avec un acide et avec un ester, comme première partie de l'exercice. Et dans la deuxième partie, c'est l'étude d'électrolyse de l'eau. Et voilà, je vais vous donner maintenant l'énoncé de cet exercice. C'est bien. Bon, comme vous savez bien que au cours de traiter l'examen national, toujours il faut bien lire quelques conseils à respecter. Donc, l'usage de la calculatrice scientifique non programmable est autorisé. يعني استعمال الآلة الحاسبة الغير القابلة للبرمجة مسموح بها ولكن غير مسموح باستعمال الآلات الحاسبة القابلة للبرمجة اللي كتعطيك des courbes les fonctions mathématiques, etc. Et le sujet comporte 4 exercices. Un exercice de la chimie que je veux traiter dans cette science et 3 exercices de physique. Et cet examen-là, c'est pour la branche de sciences de deuxième année baccalauréat sciences maths A et B, l'option française, les BIOF. Voilà. Donc, je commence par l'exercice de la chimie qui est noté sur 7 points, 7 sur 20. L'objectif de cet exercice dans la première partie, c'est d'étudier la réaction de l'eau avec un acide et avec un ester. Et dans la deuxième partie, c'est étudier l'électrolyse de l'eau dans les réactions forcées. Pour la physique, elle est notée sur 13 points. Il comporte 3 exercices. L'exercice 1, il concerne les transformations nucléaires, noté sur 3,25 points. Dans l'objectif d'étudier la radioactivité alpha, c'est-à-dire la particule hélium, Z égale 2 et le nombre de masse égale 4 du radium. Dans la deuxième partie, c'est étudier le mouvement d'une particule alpha dans un champ magnétique uniforme. Deuxième exercice, c'est pour l'électricité noté sur 5 points. Dans l'objectif, c'est étudier la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension, soit croissant ou bien décroissant. On doit savoir ça dans l'exercice. Deuxième objectif, c'est la réponse d'un dipôle RL, conducteur ohmique de résistance L, et la bobine de l'inductance L, à un échelon de tension, et étudier les oscillateurs R et C en régime forcé. Voilà. Pour l'exercice de la mécanique, qui est noté sur 4,75 points, dans l'objectif, c'est le mouvement d'un corps solide dans l'air et dans un liquide, c'est-à-dire étudier le mouvement d'un corps dans l'air sans frottement et avec frottement de liquide. Deuxième objectif, c'est étudier le mouvement d'un pendule élastique. Comme j'ai déjà dit dans le début de la présentation, dans cette science, je vais traiter ou bien je vais faire la correction de l'exercice de la chimie. Voilà, c'est ça l'énoncé de l'exercice. Suivez-moi. L'eau est une espèce chimique dont le rôle est primordial en chimie des solutions aqueuses. Dans cet exercice, on étudiera une solution aqueuse d'un acide, puis l'hydrolyse d'un ester et l'électrolyse de l'eau. Et je commence par la première partie, c'est l'étude d'une solution aqueuse d'un acide AH, noté HA, c'est un acide. On prépare une solution aqueuse, solution SA, d'acide 2-méthylpropanoïque, c'est ça la nomenclature de cet acide, 2-méthylpropanoïque, noté HA, de volume V et de concentration molaire C égale 10 à la puissance moins 2 mol par litre. On distingue par 1- la base conjuguée de cet acide HA et la mesure du pH de SA est dans la valeur 3,44. Voilà. La première question, notée sur 0,25.
écrire l'équation chimique modélisant la réaction de l'acide HA avec l'eau, c'est-à-dire la réaction dissolution de l'acide dans l'eau. Voilà, je commence par les couples acide-base ainsi que les deux demi-équations. Pour la première couple, c'est HA-. HA, c'est l'acide et A-, c'est sa base conjuguée. Dans le deuxième couple, c'est H3O+, comme acide, c'est-à-dire les ions oxonium, et sa base conjuguée, c'est H2O. Ici, vous avez rappelé dans notre cours, on a dit que H2O, il joue le rôle d'un infolite. Pourquoi? Parce que dans l'un des deux couples, il joue le rôle de l'acide. Dans cette couple-là, il joue le rôle de l'acide dans le couple H2O ou H-, l'ion hydroxyde comme base. Et il joue le rôle de la base dans une autre couple, H3O+, l'ion oxonium comme acide et H2O comme base. Dans ce cas-là, on prend le comme base parce que l'acide doit réagir avec la base. Donc, suivez-moi la correction. Voilà. C'est ça la correction de l'examen national 2018. La première question, l'étude d'une solution aqueuse d'un acide AH. La réaction chimique de cet acide avec l'eau. On peut commencer par les deux demi-équations. Comme on peut donner l'équation bilan directement. On fait la règle de gamma. On prend les deux demi-couples AH, A-. Deuxième couple, c'est H3O plus H2O. Et on doit faire la règle de gamma. On a dit que l'acide selon Bronsted, c'est quoi? C'est toute espèce chimique capable, l'acide, c'est toute espèce chimique capable de libérer un proton. Et la base, selon Bronsted, selon le chimiste Bronsted, c'est toute espèce chimique capable de capter un proton. L'acide, il libère le proton et la base, il capte le proton, soit un proton au plus. Voilà. Donc, l'acide AH, si on fait la règle de gamma pour les deux couples acide-base, on obtient l'équation bilan suivante. L'acide plus l'eau H2O, on doit forcément faire les deux flèches parce qu'on ne sait jamais si la réaction est totale ou bien non totale parce qu'on n'a pas encore calculé le taux d'avancement final. Donc, on est obligé de faire cette équation-là par deux flèches. Donc, l'acide plus l'eau, ça donne la base conjuguée de l'acide AH, c'est A-, plus l'acide de la base H2O, c'est H3O+. C'est-à-dire, l'acide de la première couple doit réagir avec la base du deuxième couple pour donner la base du premier couple plus l'acide du deuxième couple. Voilà. Juste, il faut faire attention pour l'état physique de chaque espèce. Dans ce cas, l'acide, c'est aqueux. L'eau, c'est liquide, on ajoute la L, qui signifie état physique liquide. A-, c'est aqueux, c'est un ion. Et l'ion oxonium, c'est aqueux. Donc, il faut faire attention pour l'état physique ainsi que les deux flèches. Parce que on ne sait jamais si la réaction est totale ou bien non totale. Deuxième question. Voilà, la deuxième question de l'exercice. Calculer le taux d'avancement final de la réaction et déduire l'espèce chimique prédominante du couple acide-base. Est-ce que l'acide, l'espèce chimique acide est prédominant que la base ou bien l'inverse, c'est-à-dire la base est prédominante que l'acide. Voilà, on commence à calculer le taux d'avancement temps. D'après la relation de taux d'avancement final. Donc, temps égale x final sur x max. C'est ça la relation de le taux d'avancement. Maintenant, je dois tracer le tableau d'avancement pour cette réaction-là. Comme vous savez bien, que dans le tableau d'avancement, on n'aura que x final, à l'état final, la quantité de matière. La quantité de matière à apparaître pour les produits, c'est x final pour H3O+, et pour A-, parce qu'on a là le coefficient stéchiométrique, c'est 1. Donc, à l'état final, la quantité de matière apparaître pour les produits, c'est x final. Et voilà. Et ensuite, voilà, c'est x final sur x max. X final égale quoi? Égale la concentration à l'état final, ou bien la concentration à l'état d'équilibre des ions oxonium, ces ions-là, fois le volume, parce que la quantité de matière,
c'est la concentration fois le volume. L'état final, donc, on prend la concentration des ions oxonium à l'état d'équilibre, ou bien à l'état final. X max, c'est quoi? D'après les deux réactifs, quel est le réactif limitant? Comme vous savez bien que l'eau, il se trouve en Xi durant les trois états, état initial, état intermédiaire et l'état final. Donc, l'eau, c'est prédominant, ou bien il se trouve en Xi. Alors que le réactif limitant, c'est AH. Et voilà, donc à l'état final, la quantité de matière initiale de ce premier réactif, moins X max, ça donne 0. Alors que X max est égal à la quantité de matière initiale du réactif AH. C'est ça, c'est d'après le tableau d'avancement, bien sûr. C'est bien. Et on trouve que X max est égal à la quantité de matière initiale de l'acide AH qui donne la concentration de cet acide fois le volume. On doit simplifier par le volume et il reste concentration des ions oxonium à l'état d'équilibre sur la concentration de l'acide AH. Voilà. Et on sait bien que la concentration des ions oxonium, ça donne 10 à la puissance moins pH sur la concentration C. Et on va faire l'application numérique. On a déjà vu dans l'énoncé de l'exercice que la valeur de pH égale 3,44. Donc, c'est 10 puissance moins 3,44 divisé sur 10 puissance moins 2. Ça fait 3,63 fois 10 puissance moins 2. On doit multiplier fois 100 pour exprimer cette valeur de taux d'avancement en pourcentage, qui est donc 3,63%. Et voilà. Donc, c'est bien. On a vérifié que cette réaction, c'est bien que, elle est bien que non totale. C'est une réaction non totale. Parce que temps ne donne pas 100%. C'est-à-dire temps, il est différent de 1 ou bien il est différent de 100%. Il est inférieur à 1. Temps inférieur à 1 alors que la réaction est non totale. Voilà. La suite de l'exercice de 1. Quelle est l'espèce prédominante? Est-ce que l'acide AH ou bien sa base conjuguée A-? Pour répondre à cette question, ou bien à cette déduction, c'est déduire l'espèce prédominante. Donc, vous savez bien que l'élément chimique dominant est l'acide. Pourquoi? On doit faire la justification. On a d'après le tableau d'avancement que la concentration des ions oxonium à l'état d'équilibre égale la concentration de la base A- à l'état d'équilibre. Parce qu'à l'état d'équilibre, la quantité de matière apparaître pour les deux produits H3O plus A-, comme vous savez bien là, H3O plus A-, c'est X final, ou bien X équilibre, parce que ils ont le même coefficient stéchiométrique dans l'équation bilan. Voilà. Toujours d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de l'acide AH, ça donne la concentration C de la solution ou bien de l'acide AH moins la concentration de la base A-, de la base conjuguée de AH. Tout ça, c'est d'après le tableau d'avancement. Voilà. Donc, d'après cette relation-là, on trouve que la concentration C, on doit transformer moins la concentration de l'autre côté de l'égalité. On trouve que la concentration C est égale à la concentration AH à l'état d'équilibre plus la concentration A-. Et voilà. Et d'après l'expression de taux d'avancement, on a dit que temps, d'après la première partie de la question, on a dit que temps égale la concentration des ions oxonium sur la concentration C. Voilà. C'est bien. Maintenant, la concentration de H3O+, les ions oxonium, égale la concentration de A-. Donc, on remplace concentration de H3O+, par concentration de A-, et on remplace la concentration C par la concentration de AH plus la concentration de A-. Après, on doit faire l'inverse, 1 sur temps. Si on fait l'inverse de cette expression, on trouve 1 sur temps égale le rapport de concentration de la base AH sur la concentration de l'acide plutôt AH sur concentration de la base A- plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que concentration de A- sur concentration de A-, ça fait 1. Et voilà. On doit transformer 1 dans l'autre côté de l'égalité. On trouve que ce rapport-là égale 1 sur temps moins 1. Et si on fait l'application numérique, on remplace taux par son expression, dans ce cas-là, son pourcentage. Donc, c'est 3,63 fois 10 puissance moins 2.
1 sur 3,63 fois 10 puissance moins de moins 1 comme application numérique, ça donne 26,5. C'est plus supérieur que 1. Voilà. Alors que la concentration de l'acide AH, c'est supérieur, plus supérieur que la concentration de la base A-. D'où que l'élément chimique dominant est l'acide. Voilà. Parce que, comme j'ai déjà dit, que la concentration de l'acide AH, c'est supérieur que la concentration de la base A- d'après ce raisonnement-là. Et voilà, l'élément chimique dominant, c'est l'acide AH. Il est dominant que la base dans le milieu réactionnel. Je passe maintenant à la question 3.1. La question 3.1. Je vais lire l'énoncé de la question. Voilà. 3.1. Trouvez l'expression du constante pKa du couple acide AH aqueux et sa base conjuguée A- en fonction de la concentration C et de pH et vérifiez que pKa, la constante pKa, égale à peu près approximative 4,86. Voilà. On doit donner l'expression de pKa et on doit vérifier cette application numérique, cette valeur-là. Tout simplement, on commence par l'expression de pKa. Par définition, pKa égale moins logarithme décimal de la constante Ka. Et on remplace Ka, la constante d'acidité, par son expression. C'est quoi? C'est le produit des concentrations des produits à l'équilibre. Et les produits ici, l'acide ou bien les ions oxonium, fois la concentration de la base conjuguée A- de cet acide-là, divisé sur le produit des concentrations des réactifs. Les réactifs, c'est AH et l'eau. Et on sait bien que la concentration de H2O égale 1. Donc, on remplace concentration de H2O à l'équilibre par 1. Voilà. D'après le tableau d'avancement, on a les deux concentrations sont égaux. Donc, on prend l'un à la puissance 2. Donc, c'est la concentration des ions oxonium de cet acide-là à la puissance 2. Et la concentration de AH, c'est C moins concentration de H3O+. On sait bien que la concentration de H3O+ égale 10 puissance moins pH. À la puissance 2, c'est 10 puissance moins 2 pH. Et je remplace concentration de H3O+ par 10 puissance moins pH. Et je dois faire maintenant l'application numérique. Parce qu'on a dans les données, la valeur de pH, c'est la valeur de pH, il y a dans les données, l'exercice, ainsi que la valeur de la concentration. Si on fait l'application numérique, on trouve bien que pKa égale 4,86. Donc, on a vérifié cette valeur-là. Voilà. Question 1.4. Maintenant, on prend un volume VA égale 20 ml de la solution aqueuse SA, auquel on ajoute progressivement un volume VB d'une solution aqueuse SB d'hydrolyse de sodium. Donc, on prend un volume VA de la solution aqueuse SA de l'acide précédent, de l'acide HA, qu'on a déjà préparé, qu'on a déjà dissous dans l'eau, auquel on ajoute progressivement quoi? Un volume VB d'une solution aqueuse SB. De quoi? D'hydrolyse de sodium. De formule chimique, une appelisse OH-. Une appelisse déjà, c'est un ion spectateur, ne réagit plus. Il reste les ions hydroxyde, sont des ions qui doivent réagir avec l'acide AH. De concentration molaire, CB égale C. Avec VB, c'est-à-dire le volume de la base d'hydroxyde de sodium, c'est inférieur à 20 ml. Donc, dans ce cas-là, on doit faire le dosage d'un acide par une base. L'acide, on doit prendre le volume d'acide 20 ml dans un bécher et on doit ajouter progressivement un volume VB d'une solution de cette base-là qui doit se déplacer dans une burette pour faire un dosage acide-base. La question: écrire l'équation modélisant la réaction chimique qui se produit. Cette réaction est considérée totale. Voilà. Il faut faire attention, d'après cette phrase-là, cette réaction est considérée totale, donc je dois modéliser cette réaction par une seule flèche, parce qu'elle est totale. Donc, la question qui se pose maintenant, quels sont les couples acide-base qui doivent intervenir
dans cette réaction bilan. Comme vous savez bien, le premier couple, c'est déjà c'est HA-, c'est l'acide HA et sa base conjuguée. HA, il doit réagir avec quoi? Avec les ions hydroxyde, les ions actifs, parce qu'une appelée dans la solution d'hydroxyde de sodium, c'est un ion spectateur qui ne doit réagir plus. Donc, l'ion qui doit réagir avec cet acide, c'est la base, les ions hydroxyde. Et on sait bien quand, dans le couple où les ions hydroxyde jouent le rôle de la base, l'acide, c'est H2O. Parce que H2O, c'est un infolite. Il joue le rôle de l'acide dans un couple, dans ce couple-là, et il joue le rôle de la base dans le premier couple de la première partie de l'exercice. Voilà, donc, premier couple, c'est HA-, deuxième couple, c'est H2O, HO-. Maintenant, cet acide doit réagir avec la base, la règle de gamma. Donc, l'acide HA doit réagir avec la base OH-. Une seule flèche, parce que la réaction considérée totale, une seule flèche, ça donne les deux produits qui sont A-, la base conjuguée de l'acide HA, plus l'acide de la base OH-. Et l'acide de cette base, c'est H2O. Voilà. C'est bien, si vous avez rappelé bien que les caractéristiques de la réaction de dosage, c'est une réaction totale, réaction rapide, réaction sélective. Totale, rapide, sélective. Voilà. Voilà. Donc, l'acide AH plus la base H1-, ça donne une seule flèche parce que c'est une réaction totale. Parmi les caractéristiques de la réaction de dosage, c'est total, sélectif et rapide. Ça donne A-, la base conjuguée de l'acide AH plus l'acide de cette base-là, les ions hydroxyde. Juste, il faut faire attention à l'état physique de différents types chimiques. Pour l'acide, c'est aqueux, la même chose que les ions hydroxyde. La base A-, c'est aqueux, et H2O là, c'est pas aqueux, c'est liquide. Il faut faire attention là, c'est liquide. H2O, c'est liquide. Voilà. La réaction, la question suivante. Maintenant, on a donné l'équation modélisant la réaction chimique qui se produit au cours de ce dosage, la réaction de dosage. La question suivante. Trouvez la valeur du volume Vp de la solution SB ajoutée lorsque le pH du mélange réactionnel prend la valeur pH égale 5,50. On doit trouver la valeur de Vb de la solution ou bien de la base hydroxyde de sodium ajoutée, qu'il existe dans une burette, ajoutée lorsque le pH du mélange réactionnel, c'est-à-dire le mélange qui se trouve dans le bécher, ce qui passe dans le bécher, avoir une valeur pH égale 5,50. Voilà. Je commence par l'expression de pK, pH en fonction de pK. On sait bien que pH égale quoi? On a déjà vu cette relation-là dans notre chapitre, que pH égale pKa plus logarithme d'un rapport de concentration de la base A- sur la concentration de l'acide AH. Voilà. On sait bien que les constantes, la constante d'acidité Ka, le produit de l'eau Ko et pKa, la constante Kb, c'est-à-dire la constante de base d'acidité ainsi que pKb, et il dépend de la température. Il ne dépend que de la température. Là, la température, c'est constante. On n'a pas changé la température, alors que la valeur de pKa, c'est toujours 4,86. Ne change plus. pKa, c'est 4,86. Parce que au cours de ce dosage, on n'a pas changé la température, toujours constante. Voilà. Alors que pKa moins pH, ou bien pH moins pKa, si on transforme pKa dans l'autre côté, on trouve le logarithme de la concentration de la base sur AH. Et si on fait l'inverse, pKa moins pH, c'est le logarithme de l'inverse, de l'acide sur la base A-. Voilà. Et si on fait entrer 10 à la puissance de ça, donc 10 puissance pKa moins pH, ça donne 10 puissance logarithme de AH sur A-. Et parmi les propriétés de la fonction logarithme, quand on aura 10 puissance logarithme quelque chose, c'est quoi? C'est logarithme de 10 fois
ce rapport-là. C'est logarithme décimal de 10 fois ce rapport-là. Et on sait bien que le logarithme de 10 par calculatrice, c'est 1. Ça donne 1. Donc, 10 puissance pKa moins pH, ça donne 1 fois ce rapport. Le rapport, la concentration de l'acide AH à l'équilibre sur la concentration de la base à l'équilibre. Et voilà, d'après le tableau d'avancement, on a la concentration de AH, c'est quoi? C'est x final sur le volume, parce que la quantité de matière, c'est la concentration fois le volume. Alors que la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume, c'est x final sur le volume, divisé la concentration de 1- d'après tableau d'avancement, c'est la concentration C fois le volume VA, le volume de l'acide, moins x final sur le volume total de la réaction. On doit simplifier par le volume total et elle reste x final sur C fois VA moins x final. Ça, c'est la quantité de matière initiale de l'acide. Voilà. Et on a VB, d'après les données, le volume de la base à jeter, qui se trouve dans une burette, c'est inférieur strictement à le volume de la base à jeter à l'équilibre. VB, c'est inférieur au volume de la base à jeter pour atteindre le point d'équilibre, qui est dans 20 millilitres. Parce que, si on revient pour les données de l'exercice, on a ajouté un volume VB qui est inférieur à 20 millilitres. C'est bon? Alors que VB, c'est quoi? C'est inférieur à VB équivalent qui est dans 20 millilitres. C'est ça. Donc, VB, le volume de la base, c'est inférieur au volume de la base pour atteindre le point d'équilibre qui est dans 20 millilitres. Donc, le réactif limitant, dans ce cas, c'est les ions hydroxyde OH-. Alors que X max, d'après le tableau d'avancement, c'est la concentration C fois le volume de la base. Et puisque la réaction est totale, on a déjà dit que la réaction est totale, alors que l'avancement maximal est égal à l'avancement final. X max égale X final, qui est égal à C fois VP. Voilà. Donc, cette relation-là, elle devient 10 puissance pH moins pKa. X final, c'est quoi? C'est X max, c'est C fois VP. Donc, on replace C fois VP. Divisé sur C fois VA, comme vous voyez là, moins X final, on doit la remplacer par X max qui est C, la concentration C fois le volume de la base. Très bien. Donc, 10 puissance pH moins pKa, ça donne, on doit simplifier par la concentration. On doit factoriser par la concentration et on doit simplifier C par C. Il reste le volume de la base sur VA moins VB. Voilà, donc c'est VB sur VA moins VB sur VB. VB sur VB, c'est 1. Donc, 10 puissance pKa moins pH, ça donne VA sur VB moins 1. Et d'après cette expression, on doit déduire l'expression de volume VB à jeter. Donc, VB égale VA sur moins 1, on doit la changer dans l'autre côté, ou bien on doit la transformer dans l'autre côté de l'égalité, et entre VB égale VA sur 1 plus 10 puissance pKa moins pH. Et on doit faire l'application numérique. VA déjà c'est 10 millilitres, c'est bon, c'est 10 millilitres, sur 1 plus 10 puissance pKa. pKa c'est constante parce que la température c'est constante, on n'a pas encore changé la température. Et on sait bien que pKa, elle dépend de la température, donc c'est toujours 4,86 moins le pH, le nouveau pH, c'est 5,50. Comme vous savez bien dans les données, pH égale 5,50. Et comme application numérique, entre VB égale 16,3 millilitres. Pourquoi l'unité millilitre? Parce que VA, c'est en millilitres. On n'a pas la convertir en litres. Et on doit la multiplier fois 10 puissance moins 3 pour convertir le volume en litres, en système international. Et voilà, c'est ça la valeur de VP. Je passe maintenant au deuxième partie de l'exercice, c'est l'hydrolyse d'un ester. Hydrolyse d'un ester. Donc, le 2-méthylpropanoate d'éthyle, c'est un ester, 2-méthyl, c'est un alkyle, propanoate, Watt, c'est la terminaison pour la nomenclature des esters. D'éthyle, c'est l'autre côté de la nomenclature qui est dérivée d'un alcool.
de formules semi-développées. Voilà, c'est ça la formule semi-développée de cet ester. Pour faire nommer cet ester-là, on doit nommer la première partie de l'ester et la deuxième partie. Comment nommer la première partie? Maintenant, on doit numéroter les carbones. Et on commence par le carbone fonctionnel lié au groupement fonctionnel de l'ester. Donc, c'est 1, 2 et 3. Dans la position numéro 2, il se trouve un alkyle méthyle. Donc, c'est 2 méthyle. Voilà, on commence toujours par les alkyles. 2 méthyle. Dans la chaîne principale, on a 3 carbones. 1, 2, 3. 3 carbones correspondant à un propane. Méthane est un propane, comme alcane. Puisque c'est un ester, on ajoute OAT. Donc, 2 méthyle propanoate. Voilà, 2 méthyle propanoate. Deuxième partie de la nomenclature, c'est la nomenclature de ces dérivés-là qui est dérivé d'un alcool. Donc, toujours, je dois numéroter les carbones. On commence par le carbone là, qui est attaché à l'atome d'oxygène pour l'ester. 1, 2. Méthane, éthane. L'alcane, c'est éthane. Puisque c'est un alkyle pour l'ester, donc c'est éthyle. On ajoute YLE. C'est terminaison. Et voilà donc, 2 méthyle propanoate de quoi? D'éthyle. C'est ça la nomenclature de cet ester. Donc, un ester est odeur de frise. Comme vous savez bien que les esters, ils sont caractérisés soit par l'odeur ou bien le goût. Chaque solution chimique caractérisée soit par son odeur, des arômes ou bien le goût, voilà, c'est un ester. L'hydrolyse de cet ester noté O conduit à la formation d'un acide et d'un alcool. Donc l'ester plus l'eau, ça donne quoi? Ça donne l'acide plus alcool. C'est une réaction d'hydrolyse. Parce que la réaction d'estérification, c'est quoi? C'est l'acide plus l'alcool, ça donne l'ester plus l'eau. Dans le sens direct. Et dans le sens indirect, dans le deuxième sens, l'ester plus H2O comme réactif, ça donne les deux produits, qui sont l'acide plus alcool. C'est une réaction d'hydrolyse. Voilà, c'est la réaction d'estérification et d'hydrolyse. Maintenant, on réalise deux mélanges équimolaires, mol à mol, de l'ester eau et d'eau, c'est-à-dire même quantité de matière qui doit réagir de l'ester des deux réactifs, l'ester et l'eau. Le volume de chaque mélange est V0. Et comme vous savez, les deux courbes 1 et 2 de la figure ci-contre, elles représentent quoi? L'évolution au cours du temps de la quantité de matière de l'ester E à une même température θ. L'une des deux courbes est obtenue en réalisant cette hydrolyse sans catalyseur. Le rôle de catalyseur, c'est pour accélérer la réaction chimique. Première question. Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation modélisant la réaction qui se produit. On doit utiliser les formules semi-développées, on doit écrire l'équation qui modélise la réaction qui se produit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la réaction d'hydrolyse. Voilà. Donc, la réaction d'hydrolyse, on sait bien que l'ester il se réagit avec l'eau. C'est une réaction non totale. Parmi les caractéristiques des réactions, soit d'hydrolyse, dans le sens là, ou bien la réaction d'estérification dans l'autre sens, sont des réactions non totales. Donc pour ça, on doit l'exprimer par deux flèches. Donc, 2-méthyl propanoate d'éthyle plus l'eau, ça donne quoi? Ça donne l'acide plus l'alcool. L'acide, on doit la déduire, c'est la première partie de l'ester. Donc, c'est CH3, CH, un alkyle CH3, C de liaison OH. Parce que le groupement fonctionnel des acides, c'est C de liaison O, une liaison OH. Plus l'alcool. Et on doit dériver l'alcool dans la deuxième partie de l'ester. C'est CH3, CH2OH. Parce que le groupement fonctionnel des alcools, c'est OH. Voilà. Et si on veut transformer ces réactifs à ces produits, on doit passer dans le deuxième sens, voilà. Donc l'acide plus l'alcool, on augmente la température, on fait soit un chauffage à reflux ou bien chauffage d'hydrodistillation. Pourquoi? Pour faire vaporiser l'eau. Donc l'eau doit se vapore, H doit réagir avec OH pour vaporiser de l'eau, et on obtient cet ester-là plus l'eau qui est vaporisé.
Pour la question, c'est la réaction d'hydrolyse dans ce sens-là, c'est-à-dire l'ester plus l'eau, ça donne l'acide plus l'alcool. Donc, les deux réactifs pour donner les deux produits. Voilà. La question suivante. Déterminez graphiquement le temps de demi-réaction dans le cas de la transformation. T1,5. Le temps de demi-réaction, c'est T1,5. Par définition, comme on a déjà vu dans notre chapitre, c'est quoi le T1,5, c'est-à-dire le temps de demi-réaction? Tout simplement, le temps de demi-réaction, c'est le temps convenable à x max sur 2. Donc, je dois prendre x final ou bien x max, je dois la diviser par 2 et x max par-dessus, on doit la projeter sur la courbe, puis on doit la projeter sur l'axe des abscisses qui représente le temps, on doit trouver T1,5. T1,5, c'est le temps convenable ou bien le temps correspondant à la moitié d'avancement de cette réaction qui est correspondant à x max ou bien x final sur 2. Voilà, comment déterminer maintenant T1,5 graphiquement? On sait que l'avancement à l'instant ou bien au temps T1,5, c'est quoi? X de T1,5, comme j'ai déjà dit, d'après la définition, c'est x final sur 2. C'est bon? Dans le temps final, c'est quoi? C'est x final. Et dans le temps T1,5, x de T1,5, ça donne x final sur 2. D'après le tableau d'avancement. D'après le tableau d'avancement qu'on doit bien sûr tracer. La quantité de matière de l'ester formée, c'est quoi? C'est la quantité formée à l'état initial, bien sûr. Donc, la quantité de matière de l'ester formée à l'état final, c'est pas à l'état initial, ça donne la quantité de matière initiale de l'ester moins x final. Et d'après ça, on conclut que x final est égal à la quantité de matière initiale de l'ester moins quantité de matière de l'ester à l'instant t. Voilà. On a l'avancement à l'instant t1,5 au demi-temps, c'est x final sur 2. On remplace x final par cette expression-là, c'est la quantité de matière initiale de l'ester moins n de l'ester sur 2. On doit faire bien sûr l'application numérique d'après la courbe. Là, c'est 600, parce que c'est 400, 450, là c'est 600. Et à l'état final, c'est là, c'est 400. Donc, c'est 600 moins 400 parce que la quantité de matière initiale de l'ester, c'est cette valeur-là. C'est ça, N final de l'ester, c'est 600. Et N initial de l'ester, c'est 400. Millimol, bien sûr. Donc, N initial de l'ester, graphiquement, c'est 600, moins la quantité de matière à l'état final de l'ester, qui reste, c'est 400, divisé sur 2. Ça donne 100 millimoles. Je peux la transformer ou bien la convertir en mol. Je dois multiplier fois 10 puissance moins 3. C'est 10 puissance moins 3 millimoles qui donne 0,1 mol. Voilà. Donc, on a trouvé maintenant que x de T1,5, c'est 100 millimoles. Alors, la quantité de l'ester à l'instant T1,5, c'est quoi? C'est la quantité de matière initiale de l'ester plus l'avancement de cet ester à l'instant T1,5, qui est 100 millimoles. L'application numérique. N initial de l'ester graphiquement, c'est 600 millimoles, moins XT1,5, 600 millimoles, qui donne 500 millimoles. Alors que la quantité de matière qui reste de l'ester à l'instant T1,5, parce que dans ce cas-là, l'ester, il diminue. La quantité de matière de l'ester diminue. C'est logique parce que l'ester, il joue le rôle d'un réactif qui doit diminuer ou bien disparaître pour apparaître des deux produits qui sont l'acide et l'alcool. Donc, à l'instant T1,5, la quantité de matière de l'ester qui reste, c'est quoi? Elle reste 500 millimoles. Voilà. On a commencé à l'état initial d'une quantité de matière d'ester qui est 600 millimoles. Et à l'instant T1,5, elle reste quoi? Elle reste 500 millimoles. Ces 500 millimoles-là, on doit faire la projection sur la courbe, puis la projection sur l'axe des abscisses qui représentent le temps. On doit déduire tout simplement T1,5. Donc, enfin, en utilisant la courbe numéro 1, qui représente cette réaction-là, et on obtient T1,5 égale quoi? Égale 7 minutes. Donc, c'est 500, là, c'est 500, et je dois
je dois faire la projection sur la courbe numéro 1, c'est lui qui représente cette réaction, c'est ça. Puis, je dois faire la projection verticale sur l'axe des abscisses qui représente le temps, donc c'est ça, c'est 7 minutes. Donc, le demi-temps, T1,5 égale 7 minutes. Je peux la convertir en secondes, c'est 7 fois 60 secondes. Voilà. La question suivante, 3.2. La question 3.2. Comme vous savez bien, là, déterminer graphiquement le temps de demi-réaction dans le cas de la transformation correspondant à la courbe 1. Donc là, on travaille sur la courbe 1. C'est pour ça qu'on a fait la projection sur la courbe 1. La question suivante, de 3, indiquer en justifiant la réponse la courbe correspondant à la réaction d'hydrolyse sans catalyseur. Maintenant, c'est sans catalyseur. C'est quoi, la question qui se pose maintenant, c'est quoi l'objectif ou bien le rôle d'un catalyseur? Et surtout, les gouttes des acides forts, par exemple, le goutte des acides d'acide chlorhydrique, HCl, ou bien quelques gouttes d'acide sulfurique, H2SO4, ou bien l'acide phosphorique, H3PO4, sont des acides concentrés qui jouent le rôle d'un catalyseur. En chimie, on ajoute des catalyseurs tout simplement pour accélérer ou bien pour augmenter la vitesse de la réaction, ou bien pour accélérer la vitesse de la réaction. C'est ça l'objectif d'un catalyseur en chimie. Donc maintenant, indiquant justifiant la réponse, la courbe correspondant à la réaction d'hydrolyse sans catalyseur. Dans ce cas-là, la réaction doit être lente parce que le catalyseur n'intervient pas dans cette réaction. Donc, je dois comparer les deux courbes. Voilà, c'est ça. Voilà. Je dois comparer les deux courbes 1 et 2. Donc, quelle est la courbe qui correspond à une réaction rapide et l'autre à une réaction lente? Pour répondre à cette question. Donc, on détermine de la même manière le temps de demi-réaction T1,5 qui correspond à la courbe 2. Et on fait comparer, ou bien pour répondre à la question, on doit comparer le temps de demi-1,5 pour la courbe 1 et la courbe 2. Et on doit savoir quelle est la courbe qui correspond à une réaction rapide et une réaction lente. La réaction rapide correspondant au cas où on a utilisé le catalyseur, et la réaction lente, c'est le cas on n'a pas utilisé le catalyseur, parce que le rôle de catalyseur, c'est pour accélérer la réaction ou bien pour augmenter la vitesse de la réaction. Donc, on détermine de la même manière le temps de mes réactions T1,5 de la manière précédente, qui correspond à la courbe 2, et on trouve que T1,5, si on suit les étapes là, on trouve T1,5 égale 3,5 minutes. Alors que T1,5 de la courbe 1, c'est 7 minutes. Comparaison, T1,5, 7 minutes pour la première courbe, c'est plus grand, ou bien c'est grand que T1,5 qui est égal à 3,5 minutes pour la deuxième courbe. On en déduit que la courbe 1 est celle qui correspond à la réaction sans catalyseur, parce que la courbe 1, c'est une réaction lente. Et si on n'utilise plus le catalyseur, on aura une réaction lente. Par contre, si on utilise le catalyseur, on aura une réaction rapide qui se passe dans un temps plus vite que l'autre. Voilà. La question 4.2. Question suivante. En utilisant la courbe numéro 2, déduire en mol fois lettre moins 1 fois minute moins 1 la vitesse volumique de réaction à l'instant T1 égale 5 minutes. T, c'est quoi? La courbe T dans cette courbe-là dans notre courbe, elle représente la tangente à la courbe 2, parce qu'on travaille là dans la courbe 2, il faut faire attention, c'est pas dans la courbe 1. Au point d'abscisse T1, on prend le volume de mélange réactionnel, c'est V0 égale 71 ml. Voilà. Comme vous savez bien, dans ce diagramme-là qui représente la variation de la quantité de matière de l'ester reste à l'instant T en fonction du temps, on a une droite notée T. Cette droite-là, c'est quoi?
C'est droite, c'est la tangente de la courbe 2, parce qu'on travaille dans la courbe 2, dans la courbe numéro 2. Donc T, c'est la droite, ou bien c'est la tangente de la courbe 2 à cet instant-là. Et l'instant dans lequel on doit calculer la vitesse volumique, c'est l'instant T1 égale, on utilise égale 5 minutes. Voilà. Donc, on doit appliquer la réaction pour calculer la vitesse volumique qu'on a déjà vu dans notre deuxième cours de la chimie qui est suivi d'une réaction ou bien suivi d'une transformation chimique. Et pour l'expression de la vitesse volumique, on a dit que la vitesse V égale 1 sur le volume total du milieu réactionnel Vx fois dx sur d de t. Et pour différencier entre ces V-là et ce volume, ça c'est en minuscule, il représente la vitesse, et V en majuscule, il représente le volume, soit V0 ou bien V total. On doit forcément prendre le volume total de la réaction ou bien du milieu réactionnel. Dans les données, c'est 71 millilitres. Maintenant, d'après la courbe ou bien d'après la tangente, on doit calculer la pente de cette tangente-là, dx sur d de t. Et pour calculer, bien sûr, cette pente-là, on doit prendre les deux valeurs dans x, ou bien dans la quantité de matière, et les deux valeurs dans le temps. Dans ce cas-là, la courbe, c'est la variation de la quantité de matière de l'ester en fonction de temps. Donc, on a la quantité de matière de l'ester à l'instant t, T1, c'est la quantité de matière initiale de l'ester moins x. Alors la x, c'est quoi? C'est la quantité de matière initiale de l'ester moins la quantité de matière de l'ester à l'instant t. Pour transformer 1 en x, parce que là, c'est dx sur d dt. C'est bon? C'est la pente de la tangente, de la droite t. C'est bien, donc, dx sur d de t, c'est quoi? Je dois remplacer maintenant dx sur d de t par moins la quantité de matière de l'ester sur d de t. Et je dois la remplacer là. Donc, V, la vitesse volumique, égale quoi? Moins, parce que je dois remplacer dx sur d de t par moins la quantité de matière de l'ester, N de l'ester sur d de t. Donc, c'est moins 1 sur V0, voilà, c'est moins 1 sur le volume du milieu réactionnel V0 fois la quantité de matière de l'ester sur d de t. Et voilà. À l'instant T1, on a la vitesse volumique égale moins 1 sur le volume V0 fois 1 de l'ester sur d de t à l'instant T1. Maintenant, je dois prendre les deux valeurs d'après la courbe ou bien d'après l'axe des coordonnées qui représente N, la quantité de matière de l'ester. Et pour donc c'est la variable ou bien c'est la variation entre les deux valeurs de N de l'ester divisée sur les deux valeurs du temps. Par exemple, N2 correspondant à T2 moins N1 qui est correspondant à T1. Ces valeurs-là, je dois la déterminer graphiquement. Donc, par exemple, je prends 550. Voilà, 550. Elle correspond à quoi comme temps? Ça, c'est 500, 550. Donc, 550, elle représente comme temps, c'est quoi? Elle représente... on travaille sur la courbe de, voilà, on travaille sur la courbe de, donc 400, 450, 500 et 550. Et je dois faire la projection sur la courbe 2 et on doit projeter sur le temps. Et on prend ce temps-là, cette durée-là. Donc, 550, elle représente 0. Et 400, elle représente 10. Donc, c'est 550 moins 400, mais les moles, donc on doit la convertir en moles. On doit multiplier fois 10 puissance moins 3. Sur 0 moins 10. Et si je dois faire une application numérique, on trouve que la vitesse égale 0,21 mol, lettre moins 1, minute moins 1. Donc, lettre, on doit convertir millilitres en lettres parce que 71 millilitres, ça donne 71 fois 10 puissance moins 3, lettre moins 1. Et le temps, c'est 1 minute. Et pour N, la variation de la quantité de matière de l'ester, on doit la convertir en mol parce que dans l'axe des coordonnées, la quantité de matière elle est exprimée en millimol. C'est pour ça qu'on a multiplié fois 10 puissance moins 3. Donc, la vitesse, ça donne 0,21 mol, litre moins 1, minute moins 1.
Et voilà la correction de cette partie de l'hydrolyse d'un ester. Et on passe maintenant à la troisième partie de l'exercice. C'est quoi? C'est l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire la réaction forcée. On doit étudier les réactions forcées pour les piles de Daniel. Voilà. Je vais lire l'énoncé de cette partie, de cette troisième partie, l'électrolyse de l'eau. On introduit un volume d'eau acidifiée, le milieu est acide, dans un électrolyse. L'eau acidifiée, c'est-à-dire le milieu est acide, le pH est inférieur à 7. On surmonte chaque électrode, le cathode et l'anode, en graphite d'un tuba ici, qu'on vous voyez dans la figure, rempli d'eau, destiné à récupérer le gaz formé. Il y a un gaz qui doit se former. Donc, pour récupérer ce gaz-là, on doit faire ce mode expérimental. Puis, on réalise le montage représenté sur le schéma ci-dessus, comme vous voyez là. Après la fermeture de l'interrupteur K, dans le circuit, on ajuste l'intensité du courant électrique sur la valeur. On doit ajuster parce qu'on a, comme vous savez là, on a un générateur de E constante. C'est bon? Donc, d'après ce générateur ajustable, c'est un générateur ajustable de courant électrique. On doit ajuster ou bien régler l'intensité de courant par la valeur 0,2 ampères par ce générateur-là. Comme vous savez, il y a un générateur, donc sans des réactions forcées, ce n'est pas des réactions spontanées. On prend, parce qu'il y a une énergie extérieure qui doit alimenter ce circuit-là. Donc, on prend cet instant comme origine des dates, c'est l'instant t égale 0. Comme donné de l'exercice, les couples oxydoréduction qui participent à l'électrolyse sont l'oxydant O2, c'est un gaz comme état physique, et le réducteur c'est H2O liquide. Deuxième couple, oxydant c'est H+, les ions H+, aqueux, et comme réducteur c'est H2, le gaz H2. Comme vous voyez, comme état physique, c'est gaz. Le volume molaire dans les conditions de l'expérience, c'est Vm égale 24 litres par mol, ou bien 24 litres mol moins 1. La constante d'Avogadro, ou bien le nombre d'Avogadro, égale 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. La charge élémentaire, ou bien la charge d'un seul électron, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà. Première question. Parmi les affirmations suivantes, combien y en a-t-il d'exactes? Parmi ces affirmations-là, quelles sont des affirmations exactes et les affirmations fausses? L'affirmation A, l'anode est l'électrode liée au pôle positif du générateur. Est-ce qu'il est vrai ou fausse? Donc, il faut faire attention, on travaille là dans les réactions forcées, ce n'est pas les réactions spontanées, parce qu'il y a un générateur qui alimente ce circuit-là par une énergie externe, voilà. Donc, l'anode est l'électrode liée au pôle positif du générateur. C'est une affirmation juste. Une transformation forcée s'effectue dans le sens inverse d'une transformation spontanée. C'est juste, parce qu'on a dit dans notre cours que les transformations forcées, c'est l'inverse des transformations spontanées. C'est au cours du fonctionnement d'un électrolyseur, il se produit une réduction à l'anode. L'affirmation dit, le courant électrique sort de l'électrolyseur par la cathode. Donc, quelles sont les affirmations justes? Voilà, donc, les affirmations exactes sont les trois suivants. A, B et D. A, c'est quoi? Comme j'ai déjà dit, l'anode est l'électrode liée au pôle positif du générateur. Et la cathode, elle est liée au pôle négatif du générateur. C'est l'inverse de ce qu'on a vu dans les transformations spontanées. L'affirmation B, une transformation forcée s'effectue dans le sens inverse d'une transformation spontanée, c'est juste. Et comme troisième affirmation, c'est l'affirmation D, c'est juste aussi.
parce qu'au cours du fonctionnement d'un électrolyseur, il se produit une réduction à l'anode. Toujours, on dit la réduction anodique et l'oxydation cathodique. C'est bon? Plutôt, c'est faux. Pourquoi? Au cours du fonctionnement d'un électrolyseur, il se produit une réduction à l'anode. C'est fausse. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'anode, il se produit une oxydation anodique et réduction cathodique. Donc, la réduction, elle se produit à la cathode. Donc, l'affirmation C, c'est fausse. Pour les deux demi-équations qui se produisent dans la cathode et l'anode, pour les transformations spontanées, c'est la même chose que ce qui passe dans les transformations forcées. À l'anode, il se produit une oxydation et à la cathode, il se produit une réduction. Donc là, c'est faux. Dès le courant électrique sort de l'électrolyseur par la cathode. Donc, on a dit que l'anode est l'électrolyseur lié au pôle positif. Et bien sûr, la cathode, elle doit lier au pôle négatif générateur. Et on sait que le courant électrique sort de l'électrolyse par la cathode, donc c'est juste. C'est une affirmation juste. Donc, les affirmations exactes, c'est A, B et D. C, c'est fausse. La question suivante. 3.2. Écrire l'équation de la réaction qui se produit au niveau de l'anode. Au niveau de l'anode, c'est une oxydation anodique. Donc, il se produit une réaction d'oxydation. L'oxydation de quoi? Donc, l'équation de la réaction au niveau de l'anode se produit une oxydation de l'eau. C'est bien que l'oxydation de l'eau. Pourquoi? Comment on a conclu cette réaction-là? Parce que, comme vous savez bien, que ces bouillies-là sont, si le gaz de O2, c'est un gaz de dioxygène qui forme. C'est bon? C'est un gaz dont on a acidifié ce milieu pour transformer H2O en O2, pour transformer le réducteur en oxydant. Donc, c'est une demi-équation d'oxydation. Parce que, comme vous savez bien, dans notre schéma, il y a un gaz qui se forme, c'est le gaz de dioxygène. C'est bon? Donc, H2O doit se transformer en O2. Le réducteur doit se transformer en oxydant. L'oxydant plus un nombre des électrons. Donc, c'est une demi-équation d'oxydation qui se produit au niveau de l'anode. Donc, l'équation de la réaction au niveau de l'anode se produit une oxydation de l'eau. L'eau s'oxyde en O2. Donc, H2O, ça donne O2 plus un nombre des électrons. Voilà. On doit équilibrer ces demi-équations. On sait bien que le milieu où se passe cette réaction, c'est un milieu acide, c'est-à-dire il y a la présence des protons H+, qui signifie un milieu acide. Combien on a des atomes d'oxygène dans les produits? On a 2. Donc, on doit équilibrer les atomes d'oxygène, on doit multiplier par un coefficient stéchiométrique 2. Donc, on a 2 oxygènes, 2 atomes d'oxygène, voilà. Maintenant, dans le réactif, on a 4 atomes. 4 atomes de quoi? 4 atomes d'hydrogène. Et on sait bien qu'on doit équilibrer ou bien ajuster les atomes d'hydrogène en ajoutant les protons H+. Combien? C'est 4, donc on doit ajouter 4 H+. Il reste un électron, donc on doit équilibrer maintenant les charges électriques. Dans les réactifs, c'est 0. Donc 0, ça donne 0, plus 4, moins n, parce qu'on a n électrons, moins fois n. Donc, je répète, c'est 0 égale plus 4 moins n, alors que n égale 4. Donc, on a 4 électrons. Donc, par cette méthode-là, ou bien cette façon, on doit équilibrer la demi-équation. Maintenant, la question suivante, c'est quoi? Je pense que c'est la dernière question pour l'exercice de la chimie. 3.3. Trouvez l'expression du volume de dioxygène formé à un instant t en fonction de quoi? De l'intensité de courant I, de volume molaire Vm dans les conditions d'expérience, ainsi que le nombre d'Avogadro ou bien la constante d'Avogadro Na, et la charge élémentaire ou bien la charge d'un seul électron E, ainsi que le temps. Et calculer sa valeur
la valeur de ce volume à l'instant t égale 8 minutes. Voilà. Maintenant, d'après ces demi-équations, je dois tracer un tableau d'avancement. Obligatoire. Donc, je dois tracer un tableau d'avancement. Et d'après ce tableau d'avancement, c'est-à-dire d'après la case de quantité de matière des électrons, on doit déduire que la quantité, d'après le tableau d'avancement, on a la quantité de gaz O2, ou bien de ce produit formé, c'est le gaz de dioxygène, égale quoi? Égale la quantité de matière des électrons sur 4. Alors, d'après cette relation, la quantité des électrons égale 4 fois la quantité de gaz O2 à l'instant T, à l'instant dans lequel on doit calculer le volume, c'est-à-dire l'instant T égale 8 minutes. Voilà. Donc, la quantité des électrons égale 4 fois la quantité de gaz O2, de dioxygène. Voilà. Et on sait bien, d'après notre cours, on a vu que I fois delta T, l'intensité de courant électrique fois le temps delta T égale quoi? Égale la quantité d'électricité. Q, coulomb, égale I fois delta T. Et on sait que coulomb, c'est quoi? Coulomb, ou bien la quantité d'électricité, c'est la quantité des électrons fois la constante Faraday. Donc, je dois remplacer coulomb, ou bien la quantité d'électricité, par la quantité des électrons fois la constante Faraday. Donc, I fois delta T est égal au nombre des électrons, ou bien la quantité de matière des électrons fois F. Et d'après cette expression, on doit conclure N des électrons, la quantité de matière des électrons, ça donne l'intensité de courant fois delta T, la durée delta T sur cette constante-là, Faraday. C'est bon? Qui est donc quoi? Qui est donc 4 fois la quantité de matière de gaz O2. D'après cette relation-là, on a déjà dit que N, la quantité de matière des électrons, égale 4 fois la quantité de matière d'oxygène. Donc, je remplace quantité de matière des électrons par 4 fois quantité de matière de ce gaz. Voilà. D'après cette expression, ou bien d'après cette relation, on doit conclure que la quantité de gaz O2, ça donne I fois delta T sur 4 fois F. Sur 4 fois F. Et on sait bien que la quantité de matière d'un gaz, c'est quoi? C'est le volume de ce gaz sur le volume molaire. Cette relation, on a déjà vu dans les années précédentes, en tronc commun et en première année baccalauréate, que la quantité d'un gaz, la quantité de matière d'un gaz, c'est le volume de ce gaz divisé sur le volume molaire. Et voilà. Et d'après cette égalité, on doit conclure V de O2, le volume de O2 qu'on doit calculer. Donc, V de O2 égale quoi? E fois delta T fois le volume molaire sur 4 fois F. Voilà, donc c'est E fois delta T fois le volume molaire sur 4 et F égale quoi? Le Faraday, parce que dans les données, on n'a pas la valeur de F, donc on doit la remplacer par N, le nombre N fois la charge élémentaire d'un seul électron. Et après, on doit faire une application numérique. Et l'intensité de courant, c'est 0,2. Le temps, c'est 8 minutes parce que on doit calculer le volume dans le temps 8 minutes. Donc, on doit la convertir 8 minutes en secondes. Donc, c'est 8 fois 60 pour convertir les minutes en secondes. Fois le volume molaire, c'est 24 litres par mol. C'est le volume molaire dans les conditions de cette expérience. Divisé sur 4 sur N. N, c'est quoi? C'est NA, c'est le nombre d'Avogadro. Parce que F, on sait que le Faraday égale le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire. Soit on remplace par la valeur de F si elle existe dans les données, ou bien on doit la transformer en NA fois E, le nombre d'Avogadro fois la charge élémentaire. Donc, c'est 4 fois le volume d'Avogadro, le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 fois 10 puissance 23, fois la charge élémentaire, ou bien la charge d'un seul électron, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Voilà. Ça donne 6 millilitres. Parce que, pourquoi l'unité en millilitres? Parce que le volume molaire, c'est 24. Le volume molaire, d'après les données, c'est 24 litres par mol. On doit simplifier le litre. Et on trouve cette valeur-là, c'est 6 millilitres.
et je dois la convertir en lettres. Donc, c'est 6 fois 10 puissance moins 3 lettres. Voilà. Pour convertir le millilitre en lettres, on doit multiplier fois 10 puissance moins 3. Et voilà, c'est ça l'exercice de la chimie. Restez en contact sur notre chaîne YouTube pour faire la correction de la physique, les exercices de la physique, qui se composent de 3 exercices. L'exercice numéro 1, concerne les transformations nucléaires, noté sur 3,25. Il y a un autre exercice sur l'électricité qui est noté sur 5 points. Et troisième exercice, c'est l'exercice de la mécanique, comme vous voyez là. L'exercice de la mécanique noté sur 4,75 points. Les deux parties 1 et 2 sont indépendantes. Dans la présentation prochaine, Inch'Allah, je vais faire la correction de tous les exercices de la physique. Restez-vous en contact sur notre chaîne YouTube et bon courage pour tout le monde.